On vient sur l'actualité des dernières heures avec notre collaborateur Frédéric Bérard, qui est docteur en droit constitutionnel et politologue. Bonjour Frédéric. Bonjour Éric. Vous pensez quoi justement de cette mise à jour économique de la ministre des Finances, Chrystia Freeland, qui a été déposée hier? La situation est peut-être moins importante, moins grave que l'on pensait. On a vu que le déficit était un petit peu moins élevé que prévu. La reprise économique a donné un sacré bon coup de main. Ceci dit, reste que le Canada avoisine maintenant les 1000 milliards de dollars là, en termes de dette, ce qui est quand même assez considérable compte tenu de son PIB. Je suis pas du style à trop stresser habituellement avec ce genre de fardeau, mais reste que si on fait un petit calcul rapide, en fait, ce ne sont pas mes calculs, mais ceux du ministère des Finances, fort probablement que l'an prochain, on aura payé environ 40 milliards, Éric, de frais d'intérêt sur la dette seulement. Et ça, et il y a un gros ça, c'est si les taux d'intérêt n'augmentent pas de manière trop considérable, ce qui est aussi une possibilité. Donc, en d'autres termes, est-ce que la marge de manœuvre d'Ottawa continuera à être considérable dans les prochaines années? Ça reste à voir. Évidemment que ça sera aussi des choux gras de l'opposition. Les conservateurs ont déjà commencé à tasser du sucre sur le dos du budget, en fait pas du budget, mais de la mise à jour économique de la ministre Freeland. Oui, c'est sûr que 1000 milliards de dollars, c'est un chiffre qui frappe, mais quand on voit les plans du gouvernement de réduire le déficit à 13 milliards, c'était 145 là, cette année, 13 milliards pour 2026-2027, est-ce que vous êtes confiant que le gouvernement Trudeau pourra y arriver? Ça, c'est une sacrée bonne question. Je vous dirais qu'il faudra voir comment ça se déploie, parce qu'effectivement, il y a des enjeux qui vont toucher les provinces aussi, de toute évidence. J'ai l'impression, moi, que cette mise à jour-là est un peu une mise à jour de style très, comment j'expliquerais, très hypothétique en quelque sorte, parce que si la quatrième vague continue de plus belle avec le Omicron qui de toute évidence est déjà bien installé au Canada, est-ce que ça aura un impact à tout point de vue, notamment sur les relations fédérales-provinciales? À mon avis, la réponse est oui. Autre sujet, Frédéric, selon le rapport Cloutier, là, Québec doit adopter une loi pour protéger la liberté universitaire, prévoyant notamment la création de mécanismes de traitement des litiges là, dans tous les établissements. C'est ce que conclut l'ancien ministre Alexandre Cloutier. Cette loi devrait définir des concepts comme l'autonomie, la liberté universitaire comme des conditions essentielles à l'accomplissement de la mission d'une université et donner des outils justement aux tribunaux qui vont être appelés à trancher d'éventuels litiges. C'est ce qu'on peut lire dans ce rapport qui comporte quand même 72 pages. Est-ce qu'on est sur une bonne piste, vous pensez? Je crois que oui. Moi, j'enseigne à l'université depuis déjà une vingtaine d'années. J'ai jamais eu de problème majeur, mais je sais que dans d'autres départements, ça a été plus difficile depuis quelques années. Et il y a la proposition de la loi d'Alexandre Cloutier dont je reconnais l'intelligence et la rigueur là, dans son rapport, encore une fois. Mais l'idée de cette loi-là, c'est d'encadrer, Éric, ces espèces de potentiels dérapages, s'assurer justement que l'université puisse demeurer fidèle à sa mission, qui est celle justement d'échanger, qui est celle de pousser la discussion, qui est celle de réfléchir sur des enjeux qui sont nécessairement sensibles. Comme je dis souvent à mes étudiants, si on est incapable d'avoir cette discussion ici dans une classe universitaire, où on la tiendra? La réponse est nulle part. Donc, c'est tout simplement névralgique de protéger ces acquis, si on peut les appeler comme ça. Et l'autre chose, moi, en fait, la chose qui est la plus pertinente dans ce rapport-là, c'est qu'on écrit noir sur blanc qu'il n'y a pas d'espace sécuritaire, en anglais le safe space, à l'université. Donc, en d'autres termes, vous ne pouvez pas vous réfugier une espèce de concept en disant « non, moi, je suis offensé » ou ainsi de suite. C'est possible que vous soyez offensé. Et puis, c'est peut-être pas la fin du monde non plus. Peut-être que dans certains cas, c'est peut-être une bonne chose. Évidemment, faut pas tout mélanger non plus. Il ne s'agit pas ici, comme prof, d'insulter les étudiants. Il ne s'agit pas non plus d'avoir des opinions racistes, des opinions misogynes. Mais il s'agit, par contre, d'évaluer des enjeux qui, par définition, sont nécessairement difficiles. Mais il n'y a pas un élément important, c'est-à-dire d'avoir le respect de l'histoire aussi dans tout ce dossier. C'est-à-dire que on a vu, du côté des médias, là, si on revient avec cet épisode de La Petite Vie où Norman Brathwaite jouait un noir, ce qui n'a rien d'exceptionnel, mais il avait un fort accent et tout. Il y avait eu des plaintes, on avait retiré justement tout ça, cet épisode-là, qui était sur des plateformes là, comme Tout TV, par exemple. Mais est-ce que
En fait, ce qu'on veut faire, c'est d'être en mesure de pouvoir parler du passé dans le contexte du passé. Il faut s'assurer qu'on puisse faire ça également, parce que les choses changent. On le voit bien, là, ce qui se disait il y a 30 ans ne se dit plus aujourd'hui. Mais quand même, est-ce qu'on l'oublie, on enterre tout ça, ou on garde quand même en mémoire pour la suite des choses? Moi, vous voyez, ma position est un peu mitigée. Quand est sortie l'affaire de lieutenant Duval, je me disais, ben voyons, l'idée ici n'est pas d'insulter la communauté noire, c'est simplement d'analyser une certaine histoire à travers une période très, très trouble et souffrante, et ainsi de suite. Les intentions de lieutenant Duval n'étaient pas méchante, n'était pas mauvaise, du moins de ce qu'on en avait compris. Ceci dit, voyez-vous, Éric, moi, ma position, ma posture a évolué un peu depuis, parce que le mot en haine est tellement affligeant pour cette communauté. On s'en doutait, évidemment, on n'est pas stupide, Ben oui. mais je ne savais pas que c'était à ce point qu'aujourd'hui, maintenant, quand j'enseigne, je n'emploie pas le mot en haine, j'emploie, je viens de vous dire, le mot en haine. En fait, j'emploie ce concept-là qui, au final, n'enlève rien à ma vie, qui, au final, ne blesse pas personne. Puis je ne crois pas que ça amenuise la qualité de mon cours. Ceci dit, pour ce mot-là, je pense qu'on est dans un cadre d'exception. Pour le reste, vous avez raison, de manière générale, il y a eu des périodes très troubles dans l'histoire. Vous voyez, moi, j'enseigne, par exemple, les camps de concentration à Auschwitz, où je suis allé, j'ai fait un reportage là-bas, puis je l'enseigne à mes étudiants, je leur explique c'est quoi essentiellement. Il y a personne qui pense que Auschwitz, c'était une bonne idée, que ça n'était pas souffrant, et c'est excessivement sensible. Mais je leur dis, on ne peut pas regarder ailleurs, faire semblant que ça n'existait pas, auquel cas ce serait encore davantage pire, dans l'optique où ce qu'on ferait essentiellement, c'est qu'en se taisant, on encouragerait, à mon avis, tout ce qui a trait on amenuiserait, en d'autres termes, si je peux dire autrement, la lutte antiraciste, qu'on ne veut pas faire. Donc, il faut regarder les choses pour ce qu'elles ont été, pour pouvoir les comprendre et pour pouvoir peut-être les dénoncer au final. Frédéric Bérard, vous êtes docteur en droit constitutionnel et politologue. Merci pour votre propos. À la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.